Merci à tous les trois d'être venus. Donc, je vais vous présenter, on va parler donc d'ingrédients, de formulation de ces nouvelles recettes de produits à base de protéines végétales. Donc Sophie de Rénal, merci d'être venue exprès depuis Paris pour cet aller-retour, pour cette table ronde. Vous êtes directrice marketing de Nutri Marketing, donc vous allez nous en parler. À ma droite, Anne-Joëlle Cochard, directrice marketing de Kindu, fournisseur de logiciels d'aide au développement produit. Et puis donc Laurent Vondra qui a créé donc une start-up, donc aujourd'hui qui est un peu plus grande qu'une start-up, qui s'appelle Granabio, et vous allez aussi nous en parler. Alors première question à Sophie de Rénal. Alors on parle beaucoup de cette tendance à la végétalisation des produits. Est-ce que ça se confirme toujours? On a vu qu'avec la crise, il y avait eu un petit coup de frein. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Où en est le marché aujourd'hui? Comment ça se développe? Alors oui, il y a une végétalisation qui est en cours. Alors elle va se mettre d'une façon un peu différente que ce qu'on a connu il y a quelques années. Effectivement, vous l'avez signalé, la crise de la Covid a fait qu'on a plus remangé de viande, mais c'était assez ponctuel. En fait, c'était vraiment, on cherchait du réconfort dans des moments difficiles. En fait, pour une fois, on va dire, il y a un consensus scientifique avec l'intérêt de réduire sa consommation de produits animaux, à la fois pour notre santé. L'OMS nous dit que les produits carnés transformés nous donnent des problèmes de maladies cardiovasculaires, éventuellement de cancer aussi. La viande rouge probablement serait cancérigène également. Donc il y a vraiment déjà un aspect santé. Ensuite, il y a un aspect environnemental, bien sûr. C'est l'élevage, c'est 14,5% des gaz à effet de serre. Donc, il y a un réel intérêt, bien sûr, à réduire ça. Donc, je parle pour les pays développés, bien évidemment. Et puis, il y a évidemment la question du bien-être animal. On nous annonce 110 milliards d'animaux tués pour leur viande en 2050. 110 milliards, donc c'est quand même énorme. Et effectivement, il y a une attente des consommateurs pour moins de viande. Donc les consommateurs, plutôt les jeunes générations, 54% de la génération Z qui veut réduire sa consommation de produits animaux, contre 34% des seniors, qui finalement, eux, ils la réduisent naturellement, on va dire, parce qu'il y a des problèmes de mastication, parce que voilà, pour d'autres problèmes, mais en tout cas, ils ne font pas exprès de la réduire, mais ils la réduisent quand même. Donc c'est vraiment surtout les jeunes qui vont effectivement booster cette tendance-là. Et est-ce que cet attrait concerne surtout, j'imagine, les pays occidentaux matures? Alors oui et non, parce qu'on voit se développer ça beaucoup en Chine, par exemple. Et dans les classes moyennes? Oui, même... c'est vrai que pendant que les pays occidentaux étaient déjà en train de réduire leur consommation de viande, la Chine continuait à l'augmenter. Et là, on voit déjà qu'il y a un palier. Et comme souvent, les pays en voie de développement, alors la Chine, je ne sais plus si on peut parler de pays en voie de développement, mais en tout cas, c'est un pays qui rattrape les bons côtés et les mauvais côtés de nos consommations, puisqu'on voit l'obésité atteindre les Chinois terriblement. On voit aussi la courbe du vieillissement de la population avec leur politique de un enfant par couple, etc. Donc on voit vraiment, ils nous rattrapent beaucoup plus vite, quoi. Là où on a mis, nous, 100 ans à augmenter de 20 ans de longévité, eux, ça va beaucoup plus vite, etc. Enfin, dans les bons et dans les mauvais côtés. Dans la consommation alimentaire, en fait. Absolument. Voilà. Et là, le végétal est très fort en Chine également. Et là où je disais que c'est plus tout à fait les mêmes produits, c'est qu'on a eu des substituts de viande, des substituts de produits laitiers, on les a encore, bien évidemment, qui ont envahi notre marché. Et ce marché-là, notamment en France, est plutôt en train de stagner. On est à un espèce de plateau. On le voit aux États-Unis, qui était très friand aussi on l'a vu avec les Beyond Meat, et on a vu que McDo, Burger King, etc., ils se sont mis à faire des menus véganes. Tout le monde a sorti son menu vegan, et on va dire que c'est un peu comme le marché si je voulais faire un parallèle avec le bio, quoi, où on arrive à un espèce de palier parce que tout le monde consomme ce type de produit un peu, et que finalement l'offre est déjà énorme, et c'est plutôt ça qui drivait le marché, en fait. Il y avait une offre de plus en plus large. Et là, je pense que tous les étals sont pleins de ce type de produits. Et puis, on voit qu'il y a certains freins à la consommation de produits de substituts, en tout cas végétaux.
à la fois parce qu'ils ne sont pas clean label, ils sont tous des additifs. Le premier steak végétal Erta, il avait 25 ingrédients, hein, quand un steak de bœuf c'est 1. Donc évidemment, ça va en plein frontal avec le besoin de naturalité, de moins transformer. Il y a une contradiction là-dessus. Ouais. Voilà, il y a une grosse contradiction avec moins d'ingrédients, des listes d'ingrédients familiers, etc. Là, on n'est plus du tout dans ça. Il y a un frein qui est le goût aussi. Les gens sont plutôt déçus jusque-là, en tout cas avec les premières générations, parce que là aussi il y a eu du travail de fait. Et là où on se rend compte que cette tendance végétale, elle poursuit quand même, c'est que plutôt que de prendre un steak végétal, je ne sais plus où on en est de la réglementation, si on a le droit, si on n'a pas le droit, mais bon, steak végétal on va dire, je crois qu'on a encore le droit. Et plutôt que de faire ça, on va faire des légumes, des légumineuses, voilà, on va faire du vrai végétal comme font les véganes. Hein. Les véganes, c'est pas du tout des consommateurs de produits transformés comme ça. Et donc on va plus vers plus de végétal, fruits, légumes, légumineuses, céréales, etc. Et moins de viande, mais par contre on va se faire donc vraiment du flexitarisme. Avec des produits moins transformés, des produits locaux, des produits de saison, enfin, voilà, tout ce qu'attendent les consommateurs. Alors on va reparler de cet aspect goût justement qui est primordial en matière de végétalisation de l'alimentation. Je me tourne vers Laurent Vondra, donc ingénieur agronome, un parcours de 15 ans dans des grands groupes agroalimentaires. Et puis vous avez décidé de créer votre propre entreprise, donc Granabio. Granabio, c'est quoi ? Alors Granabio, c'est une jeune entreprise, c'est une entreprise artisanale où on fabrique des desserts végétaux à base de graines entières. On fabrique nous-mêmes notre propre jus que l'on broie sur meule de pierre. On n'a pas de coproduit, on a réussi à avoir aucun coproduit, donc c'est-à-dire qu'on est riche en fibres, riche en protéines. Et avec ce jus, on fabrique soit des yaourts, soit des crèmes. On est, si vous voulez, un peu on peut fabriquer tous les produits de l'univers laitier. Des boissons. En végétal. En végétal. Des boissons, des yaourts. On va appeler ça yaourt, puisqu'on n'a pas le droit, mais c'est des alternatives végétales fermentées ou des desserts végétaux fermentés. Des crèmes desserts. Là, récemment, on vient de sortir la première aide culinaire en frais qui est présentée à NetExpo. Les équipes commerciales aujourd'hui, cette semaine même, exactement, voilà, sont à NetExpo pour présenter ce produit à base d'avoine locale. Et enfin, on pourrait travailler également sur des produits tels que les glaces. Donc tout l'univers laitier. Très très vaste. Donc vous êtes installé sur le site de l'Agropole à Agen. Votre particularité, c'est que vous avez choisi des produits donc épeautres et lentilles jaunes également. Pourquoi ce choix de travailler à partir de ça comme source de protéines végétales ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on fait des associations. C'est notre savoir-faire. On parle à graine entière. Et le fait de faire des associations, on obtient un profil nutritionnel très intéressant. Le fait, par exemple, d'associer le petit épeautre, qui est une céréale, à une lentille jaune, qui est une légumineuse, on arrive, si vous voulez, à capitaliser sur l'ensemble des acides aminés qui correspondraient à une protéine animale, mais en étant totalement du végétal. Deuxième composante, ce sont des céréales qui sont cultivées à moins de 50 km de notre manufacture. Donc ça, c'est jackpot pour le local. Et puis enfin, c'est également une innovation de rupture. On est les seuls en France et en Europe à travailler ce type de produit. On a fait le pari de la légumineuse. C'est pas très sexy, la légumineuse ou la lentille jaune, mais c'est gustativement excellent et nutritionnellement bon. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez été aidé pour développer vos recettes ou vous avez tout fait tout seul ? Alors oui, on se fait accompagner. Déjà, on le démarre tout seul dans sa cuisine. On fait des crash-tests avec ses amis, sa famille, son épouse. Ça vous sert de cobaye en fait, pendant des mois et des mois. Tout à fait. C'est particulièrement, on va dire, subjectif. Voilà. Et puis après, on arrive à sortir une formule, 2 formules, 3 formules. Et puis, j'ai démarré mon activité au sein de l'Agropole. Et donc, je me suis fait aider par
Agrotech et Agropole pour la formulation de toutes mes recettes également, au niveau échelle 1, voire transition industrielle. Très bien. Alors Anne-Joëlle Cochard, vous êtes donc directrice marketing de Kindou. Vous proposez des solutions aux industriels justement pour les aider à formuler. Kindou, en quelques mots, rappelez-nous ce que c'est. Voilà. Ça va mieux là. Oui, alors Kindou est éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des données produits, parce que c'est peut-être pas courant pour tout le monde, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais combien selon vous il y a de données produits pour caractériser un produit, que ce soit ses matières premières, etc. Est-ce que c'est 50, 100, 500 On fait un test dans la salle, voyons qui c'est qui salle. répond. Combien de données pour caractériser un produit transformé? Par exemple, le jus de noix où il y a 4 ingrédients, mais probablement plusieurs centaines de données produits. Alors on peut essayer de gérer ça avec Excel. Beaucoup d'entreprises le font, mais au bout d'un moment, ça devient difficile d'innover vite et d'être réactif face à son marché quand on doit aller chercher les informations un peu partout dans l'entreprise, disséminées entre différents services. Donc ce que propose Kindou, c'est un système de gestion d'information des données produits. Depuis quand vous proposez cette solution? Alors depuis 2014. D'accord. Donc nous sommes basés à Nantes et nous produisons ce qui s'appelle un PLM, un Product Life Cycle Management, qui permet de gérer toutes les données produits tout au long du cycle de vie du produit. Voilà. Donc ça permet à une entreprise, alors c'est peut-être pareil que tout à l'heure, il y a des effets de taille, hein. Une jeune entreprise n'a pas forcément besoin ou les moyens de s'acheter votre solution, mais ça permet de formuler plus vite, c'est ça? Oui, alors ça permet de formuler plus vite. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on met plusieurs mois pour sortir un produit dans une entreprise agroalimentaire? C'est tout simplement que ça fait appel à de nombreux services. Donc on a le commerce, le marketing, mais aussi la R&D, la qualité bien évidemment. Donc le temps que chacun se coordonne pour apporter ses propres données et ses propres validations, ça peut prendre un peu de temps. Si en plus vous devez ajouter les délais d'analyse, parce qu'il faut faire par exemple des analyses nutritionnelles, ça va prendre 3 semaines. Vous voulez faire des tests, vous allez passer à l'usine, bah oui, alors votre responsable de production va vous dire d'accord, j'ai un créneau dans 15 jours. Mais là, avec l'outil tel qu'on propose, comme on a toutes les informations dans le système, quand on formule, on a déjà tous les attributs de toutes les matières premières, ce qui va nous permettre de faire des simulations. Et travailler en simulation, c'est ça qui va nous faire gagner du temps. Et ces simulations vont permettre d'obtenir des calculs. En un clic, on va voir si on est en Nutri-Score B ou en Nutri-Score C. On va voir tout de suite quels allergènes on a et on va pouvoir aussi piloter le prix de revient de notre recette. Donc quand vous avez un prix fixé maximum à ne pas dépasser, le formulateur, il voit instantanément s'il est dans son prix ou pas dans son prix. Il y a aussi un autre aspect, on parlait de tous les services qui contribuent au développement d'un produit. Eh bien, le système informatique tel qu'on le propose embarque ce qu'on appelle des processus, des workflows, donc c'est un terme anglais, mais qui permet de coordonner tout le monde autour d'un projet de développement produit. Donc on peut estimer grosso modo en gain de temps de recherche d'informations, en temps de transmission de données, etc., à peu près 50% du temps gagné sur un projet de développement produit. Laurent Vondra, ça vous intéresse cette solution ou c'est trop tôt encore pour vous? C'est question piège. Ouais. Non, c'est pas une question piège. En fait, il faut avoir les ressources à la fois humaines et financières pour développer ou pour utiliser ce genre d'application. Alors peut-être que dans quelques années, ça peut être un catalyseur pour sortir un produit très rapidement par rapport à une attente du marché. Mais en tout cas, quand on est entrepreneur et qu'on démarre d'une feuille blanche, on ne se tourne pas de suite vers ce type de dispositif ou de logiciel. Très bien.
Sophie de Rénal, donc je me retourne vers vous. On parlait du goût, on l'a évoqué, c'est une problématique centrale au niveau des produits à base de protéines végétales. Vous donnez des conseils justement à des clients, comment vous faites pour les aider à proposer des produits sains et savoureux? Comment ça se passe? Alors en fait, le problème du goût, on l'a vu assez vite dans les premières générations. Moi je dis toujours, il y a eu des premières générations Voilà, de les produits premiers produits, c'était pas terrible, on C'était est pas bien terrible. d'accord. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu maintenant effectivement beaucoup de choses de résolues, notamment effectivement sur les alternatives laitières qui n'ont pas du tout le même problème que les alternatives viande carnée. Où là il y a vraiment le côté vraiment beaucoup d'additifs à mettre avec les protéines texturées notamment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement tout le monde travaille dans ce secteur-là, et notamment les ingrédients qui sont force de proposition, comme toujours. Nous on dit toujours les ingrédients nouveaux d'aujourd'hui feront les produits nouveaux de demain, et c'est souvent le fabricant d'ingrédients qui va apporter des solutions, que ce soit dans des texturants plus naturels, que ce soit dans des systèmes d'aromatisation. Ils vont développer des choses qui sont vraiment dédiées à une application alternative viande, que ce soit des formes nuggets, steaks, ce que vous voulez. On va avoir vraiment des choses qui vont être travaillées dans les bureaux ou dans les labos des fabricants d'ingrédients, et qui vont développer vraiment des mix absolument sur mesure pour résoudre tout un tas de problèmes, à la fois pour réduire la liste des ingrédients et à la fois proposer des solutions organoleptiques qui sont beaucoup plus acceptables pour le consommateur. Très bien. Comment vous faites justement pour aider les industriels à reformuler? Quelles priorités vous leur donnez? Ou vous leur conseillez? Alors en fait, ça dépend vraiment des produits qu'ils veulent faire, de la cible aussi. Ouais. Nous, on essaye d'être le plus... on est Nutri Marketing, donc on fait vraiment de la nutrition, c'est vraiment notre cheval de bataille, donc mieux nourrir les gens globalement, et donc on essaye effectivement de faire des choses. Après, c'est pas toujours facile parce que les clients, ils ont parfois des idées là-dedans. Nous, on fait beaucoup de sourcing, on veille beaucoup la partie ingrédients justement pour essayer de trouver des solutions qui vont être adaptées à une application en particulier. D'accord, merci. Anne-Joëlle Cochard, dans votre solution, est-ce que vous aidez les industriels à réduire aussi leur nombre d'ingrédients, ou ça peut être dans une phase d'après pour reformuler? Alors oui, effectivement, le logiciel ne se substitue pas à l'expertise du formulateur, mais par contre représente une aide précieuse. Parce qu'effectivement, il va pouvoir assez facilement changer la recette, faire varier les proportions, diminuer le nombre d'ingrédients, voire les substituer par d'autres, et voir instantanément les impacts. Donc c'est en ça que ça va être intéressant pour le formulateur. Et effectivement, oui, il va pouvoir diminuer ce nombre d'ingrédients, et aussi substituer par exemple un ingrédient de matière d'origine animale par une matière première d'origine végétale, et voir l'impact et de pouvoir les comparer pour voir ça va être quoi la différence de prix et la différence aussi de valeur nutritionnelle, allergène, etc. Laurent Vondra, quelle attention vous accordez justement à la formulation de vos recettes par rapport au goût, par rapport à cette logique aussi, on disait, de ne pas avoir trop d'ingrédients? Comment vous faites? L'agropole, Agrotech vous a aidé? Non, c'est principalement une conviction personnelle déjà. Quand on formule, quand on crée une société, je me répète, on part d'une feuille blanche avec ses propres convictions. Ensuite, il faut que ces convictions aussi soient associées à des valeurs d'entreprise. Moi, je mets en numéro 1 la nutrition. Nous, on est parti de la graine entière. On a des goûts plus ou moins végétales en fonction des matrices qu'on utilise. En aucun cas, on veut venir copier le laitier. Ça, c'est clair, c'est une évidence pour nous. Mais on est des produits complémentaires. Je m'explique. Nous, par exemple, on a développé des associations Petite Épeautre Amande, Avoine Tournesol et Petite Épeautre Lentilles Jaunes. On a une identité, on est sur des goûts un peu plus céréaliers, mais en aucun cas on veut venir copier le laitier. Le lait de vache, de chèvre
et de brebis a sa propre caractéristique et a son propre goût. Mais en effet, moi, quand je formule les recettes, c'est premièrement je les formule avec les valeurs d'entreprise. Ensuite, on utilise également quelques études marketing, même s'il faut les prendre avec des pincettes et de manière très nuancée. Et enfin, la dernière composante, c'est la conviction personnelle. Est-ce que vous avez eu des difficultés ou des obstacles sur lesquels aujourd'hui vous vous dites on aurait pu faire différemment, on aurait pu aller plus vite ou Toujours et encore. Les difficultés, c'est comment, en fait, il faut répondre à une question quand on développe un produit, c'est comment décrypter l'ambivalence du consommateur. Le consommateur, il n'y a pas plus infidèle. Là, il veut, par exemple, réduire sa quantité de sucre, mais véritablement, est-ce que ça va lui correspondre en termes de goût? On a essuyé les plâtres pendant 6 mois. On nous a dit, bon ben voilà, les études marketing montrent que on doit réduire le sucre ou pas mettre de sucre du tout. Résultat des courses, V2 au bout de 6 mois, obligé de changer le packaging et repartir sur une nouvelle formulation. Donc oui, ça c'est des difficultés. Quand on démarre, on n'a pas ni les ressources, comme j'expliquais tout à l'heure, humaines ou financières pour pouvoir développer un produit hyper caractérisé. On le fait avec envie, avec passion. Voilà. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle à nos 3 invités? Non, allez, lancez-vous. Non, bon, ça viendra peut-être. Une question pour Sophie de Rênal. On parle de ce marché donc, qui se développe pour ces produits végétaux. Il y a beaucoup de startups à l'image de Grana Bio qui se lancent sur ce marché. Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens? Est-ce qu'elle est un peu en avance ou dans la moyenne en fait? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors on n'est pas forcément en avance non, par rapport à l'Europe, par rapport à des pays comme l'Allemagne par exemple, qui étaient déjà en avance sur le bio aussi. Donc il y a cette espèce de halo santé sur les produits bio alors locaux. C'est vrai qu'on se développe beaucoup sur les filières locales aujourd'hui, mais sur le végétal c'est pareil. L'Angleterre aussi est assez en avance. En fait les pays anglo-saxons ils envoient souvent la grosse cavalerie assez vite, ils sont assez réactifs, peut-être plus que nous. Nous en France on a une particularité un peu comme en Italie, c'est-à-dire que le goût, le plaisir et le goût font vraiment partie du bien manger en France. Et donc il y a quand même un petit frein là, autour de ça aussi, de passer sur des choses comme ça. Mais encore une fois, porté par les jeunes générations, c'est vraiment quelque chose qui rentre maintenant dans les habitudes de consommation, et il y a vraiment une forte attente, que ce soit encore une fois pour la planète ou pour sa santé ou pour le bien-être animal, beaucoup. Vous voyez, par exemple, le premier moteur de la consommation de produits bio en France, c'est pour ma santé d'abord, avant l'environnement. En Allemagne, c'est pour le bien-être animal en premier. Donc il y a vraiment des motivations qui sont différentes à chaque fois, et donc on voit que voilà. Alors, en gros, l'Allemagne, les pays scandinaves aussi sont très en avance sur nous, je pense, au niveau des produits végétaux. Mais bon, voilà, le marché se développe gentiment chez nous aussi. Très bien. Je refais un appel aux questions éventuellement dans la salle. Là, je vois un bras qui se lève. Un micro va vous arriver. Voilà, merci. Merci. Vous avez pas mal parlé des ingrédients. On parle moins souvent des auxiliaires technologiques ou des produits alimentaires intermédiaires. Je crois que c'est le terme technique. Sachant qu'il y a de plus en plus d'études qui pointent justement les méfaits ou impacts de l'ultra-transformation des produits alimentaires. Donc il y a peu de consommateurs encore qui sont au fait de ces questions-là. Moi-même, je les ai découverts récemment. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Oui, alors effectivement, l'ultra-transformation, donc en fait, c'est un concept qui nous vient du Brésil, des travaux du professeur Monteiro. Le guide alimentaire brésilien, il est basé donc sur la classification NOVA. Il y a 4 catégories, en fait. Les ingrédients bruts, ensuite il y a tout ce qui est sel, sucre, enfin tout ce qui peut permettre
les ingrédients culinaires, on va dire. Ensuite, vous avez la classe 3, c'est fait avec la classe 1 et la classe 2. Et puis enfin, vous avez la classe 4 qui sont les aliments ultra transformés. Le professeur Montero a clairement montré un lien entre tous les risques associés à la santé et la consommation de produits ultra transformés. Donc effectivement, on essaye d'aller vers des produits moins transformés possibles. C'est aussi ce qu'attendent les consommateurs. Peut-être moins pour leur santé dans l'esprit, c'est peut-être pas encore arrivé là, mais en tout cas pour avoir plus de naturalité, et en fait ils attendent des produits, des ingrédients qu'ils connaissent, qui leur sont familiers. Et c'est vrai que sur certaines listes d'ingrédients, c'est quand même, on en est loin. Et donc il y a effectivement, alors ça commence, hein, les consommateurs vraiment encore une fois les plus jeunes. Maintenant vous avez les applications type Yuka ou ScanUp qui prennent en compte cette transformation. Dans les notes qu'ils donnent, la présence d'additifs. Vous avez des distributeurs maintenant qui, je pense à Intermarché, qui a fait retravailler tous ces produits de marque distributeur pour retirer la plupart des additifs. Après, vous avez des produits, voilà, pour les faire, il va falloir les transformer forcément. Mais vous voyez, par exemple, si je prends un exemple d'une barre chocolatée, vous avez là, on est vraiment dans la transformation et puis l'utilisation, effectivement, vous avez raison, d'ingrédients plutôt bruts. Aujourd'hui, ce qui va être en vogue, c'est une barre qui va être faite à base de pâte de date, de noix de cajou, d'amandes, enfin 2, 3 ingrédients, 4 ingrédients, par rapport à une barre Mars ou... c'est Mars qui me vient en tête, mais peu importe laquelle. Les calories vont être les mêmes, parfois même la barre naturelle est un peu plus calorique. Par contre, elle va vous apporter des nutriments. Donc il y a une densité nutritionnelle qui va être intéressante par rapport à des calories vides de l'autre côté. Et là, les consommateurs, là aussi, sont très conscients de ça et vont aller plus vers des produits. La naturalité, c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, je pense que ça commence à faire son chemin et l'ultra-transformation, on en a beaucoup parlé. Oui, on va dans le bon sens aussi de ce côté-là. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, je vois un bras qui se lève là-bas. Est-ce qu'un plat cuisiné qui serait cuisiné sans ingrédients, enfin qu'avec des ingrédients naturels, serait quand même considéré comme un produit ultra transformé? Aujourd'hui, oui. C'est un peu la limite de l'exercice, si vous voulez. Même s'il est cuisiné comme à la maison? Oui. Oui, sur le côté un peu industriel. Après, ça dépend des produits qui vont entrer dedans et du process de fabrication. Vraiment. Mais il y a une histoire comme ça, quoi. C'est les limites de l'exercice. On est bien sur ce paradoxe, en fait. Hein, donc et je rajouterais, ça dépend aussi de la liste des ingrédients qu'on utilise. Tout simplement. Comme ceux de la maison. 100% naturel. Oui. Ouais. Mais ça alors moi, de mon point de vue, je ne le considérerais pas comme un aliment ultra transformé. Non, mais c'est pour ça la classification, elle est, on ne peut pas forcément complètement se baser dessus, si vous voulez. Après, c'est du bon sens aussi. Par contre, je voudrais juste ajouter une chose par rapport à faire vraiment la distinction entre auxiliaire technologique et PAI. C'est pas la même chose. Hein. Auxiliaire technologique, c'est des ingrédients, des additifs que vous allez mettre et dans le process, ils disparaissent pendant le process. Ils ne restent pas à la fin. Le produit alimentaire intermédiaire, ça peut être un morceau de sucre, ça peut être des céréales, ça peut être des légumineuses, ça peut être un tas de choses qui vont servir d'ingrédients en fin de compte. Mais entre ingrédients et PAI, en fait, l'ingrédient, c'est vraiment, on va dire, la lentille. Le PAI, ce sera peut-être la protéine de lentille où il y a déjà subi une transformation. C'est alimentaire intermédiaire, donc voilà. Juste pour... Très bien, alors on va passer à une dernière question et après on passe à la quatrième. Bonjour, juste une dernière question. Dans votre activité donc, de conseil des entreprises agroalimentaires, justement, quelle est la part de la rupture, on va dire, parce que effectivement, produits végétaux, moi je viens de l'univers de la viande, donc effectivement les steaks végétaux, en fait, voilà, c'est une pâle copie, voilà, c'est de la copie. Et en fait, moi, je commence à m'alimenter avec de plus en plus de protéines végétales, mais du coup, je ne vais pas chercher un steak quand je m'alimente. Et en fait, je pense qu'il manque aussi au développement en France des protéines,
voilà, pour favoriser le développement des protéines végétales, c'est peut-être ça. C'est peut-être de sortir des codes en fait du carnet ou du laitier pour aller vers quelque chose en rupture et leur montrer aux consommateurs que on peut se faire plaisir avec des choses qui sont différentes en fait. Alors vous avez tout à fait raison. Le seul truc, c'est que pour faire changer des habitudes de consommation, c'est d'abord très long et ça demande énormément de budget de communication, etc. Donc il y a un investissement énorme pour faire changer les habitudes. Donc c'est pour ça qu'au début, effectivement, c'est des mimiques de Du produits. mimétisme. En fait, c'est du mimétisme aussi. Oui, c'est Il ça. faut savoir qu'il faut à peu près entre une génération et demie pour venir changer les habitudes alimentaires. Après, quand on crée une entreprise, quand on crée un produit, il faut qu'on appartienne à une gamme de produits, un code, et on se réfugie dans cette gamme de produits laitiers pour Grana Bio par exemple, mais en aucun cas je veux venir copier. Alors c'est difficile hein, parce que on rentre quand moi j'ai lancé ma première crème végétale, petite épote lentilles jaunes chocolat. Les gens nous regardent avec des yeux, c'est un illuminé ce garçon, qu'est-ce qu'il veut nous faire manger? Et puis après, petit à petit, comme ça, on arrive à les convaincre. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation culinaire, agroalimentaire.